Donc, j'essaierai de faire un posting un peu plus court, si je veux dire. Il n'y a pas un posting court, il y a trop de posting long. Un posting est un posting, voilà. Il me semble bien entendu que la situation est un peu en dérive à l'état actuel des choses en Égypte et bien sûr en Syrie et d'autres. Il y a les pros et les anti-Morsi qui se manifestent dans les rues de Caire et Alexandrie et toutes les autres villes de l'Égypte. Mais enfin, il faut bien comprendre que la démocratie est une étape nécessaire et non suffisante. Cela veut dire que, au moins, Morsi a été élu avec une majorité confortable des Égyptiens. Votre élection était donc intéressante pour lui, mais c'est-à-dire du mois de juin jusqu'à maintenant, les Égyptiens n'ont rien vu venir ni dans son assiette, ni dans son logement, ni quoi que ce soit. Il n'a vu qu'une seule chose, c'est le 22 novembre, là, il a essayé de renforcer un petit peu les pouvoirs d'un président. Or, la présidence, au sens démocratique du terme, n'est pas un renforcement d'un pouvoir présidentiel. Il est justement le contraire, de lâcher. Et c'est le peuple qui détermine le tout. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un pouvoir présidentiel et de faire passer ce que vous avez envie de faire passer. Ça, sont deux choses qu'il faut bien équilibrer. C'est-à-dire Morsi, avec la Constitution, une Constitution, si j'étais un Égyptien, je ne la voterais pas. Mais je crois qu'il va être voté puisqu'il a une majorité écrasante des frères musulmans et puisque l'islam touche toujours une partie du peuple, c'est-à-dire entre guillemets la populace. Et le nombre de la populace effectivement il est très nombreux. Donc il faut faire confiance à tout ce qu'apporte Morsi. Et donc ça il n'y a aucun doute sur ça. Mais de grâce, quand on est des démocrates d'abord en soi, il faut passer cette phase purement psychologique où on prétend que tout est permis. Rien ne vous est permis. Rien. En France, aux États-Unis, au Japon, en Europe, aucun président ne fait les choses à sa guise. Ça, il faut le comprendre. Et tout s'imbrique. Les institutions, la société civile, tout. Et c'est cette marche vers une démocratie, c'est ce qu'on appelle une démocratie, qui fait qu'un peuple est démocrate. Donc, à commencer d'abord par ceux qui gouvernent ce pays. Et je m'entends bien que le FSN, c'est-à-dire le Front du Salut National Égyptien, qui a tenu sa conférence hier à la réponse de Morsi, de ce samedi, hein, c'est-à-dire ils ne seront pas d'accord, ils sont pour un renouvellement du comité de la Constitution qui travaille pour la Constitution. Mais il y a une étape qui est très simple, c'est que Morsi a su faire passer ce message, qui est entre autres de faire passer cette Constitution le samedi 15 donc, au référendum. Et il a ajouté que si toutefois le peuple rejette la Constitution, en ce moment-là, il va dissoudre
l'ancien comité qui ont pu travailler cette constitution et un renouvellement de ses membres et ainsi de suite. Ce que le FSN demande, tout cela peut se faire, tout cela peut se renouveler tout de suite, mais pas après. C'est un jeu d'échecs. Morsi, en parlant ici, il avait gagné la partie. Parce qu'en arrivant le samedi, il est assuré de sa victoire. Et s'il n'assure pas sa victoire, il est assuré que suit les étapes fondamentales d'une démocratie, à savoir le référendum et consulter le peuple. Alors, pour consulter le peuple, il faut que d'abord que le peuple soit en mesure de comprendre ce qu'il avait fait Morsi. Or, là, il y a une différence énorme dans toutes les constitutions du monde, c'est-à-dire dans les pays démocratiques, il y a les grands principes. Alors, ces grands principes, on ne les voit pas dans cette nouvelle constitution. La liberté d'expression, le droit des minorités, ils ont les coptes, c'est-à-dire ce sont des gens que, je ne sais pas qui avant, les Arabes ou les Coptes en Égypte, mais enfin, c'est un autre débat. Il y a le droit de la femme, le droit des enfants, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, par exemple, aux États-Unis, je crois que c'est le deuxième amendement, et ainsi de suite. Donc, ce sont des choses, à mon avis, c'est-à-dire, on le fera après, mais cette phase me semble importante pour pouvoir dégager le droit social. J'ajoute, comme le disent les Égyptiens, à la fikra, en regardant la télévision qui émet ces assises, c'est-à-dire un parallèle en France avec le CPTV, c'est une TV de ce qui se passe à l'Assemblée nationale égyptienne et chez Communauté qui travaillait pour la Constitution. C'est rare de suivre le direct. Et quand on suit le direct, on sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas dans cette assemblée. Vous savez que les gens ne sont pas là pour travailler cette constitution. Ils sont là pour autre chose. Alors, de grâce, il faut d'abord se mettre d'accord sur une base. Cette base, c'est-à-dire les gens qui vont travailler cette constitution. C'est-à-dire, du peuple, c'est ceux du peuple, de l'Assemblée nationale, du Sénat, je crois que le Sénat, moi, je mets toujours de la réserve dessus, parce qu'il ne sert à rien, il ne sert même pas à quoi que ce soit, si ce n'est un travail en parallèle, d'accord, mais pas un travail direct sur la gérance de tout un pays. Et là, oui, je crois qu'on arriverait à faire quelque chose. Alors, si le vote est positif, c'est-à-dire le samedi, je crois qu'il serait positif parce que la majorité est claire chez les musulmans, chez les frères musulmans, c'est-à-dire chez toute une populace. Il y a des gens du peuple qui veulent cette constitution. Si vous leur demandez qu'est-ce que ça veut dire une constitution, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais tout ce qu'apportent Morsi et les frères musulmans sont bons. Dans ce cas de figure, et j'ajouterai un petit b, c'est-à-dire si d'ici là, parce que demain le mardi, ça serait peut-être un affrontement entre les pros et les anti-Morsi. Il y aura des grabuges, ça c'est certain, c'est-à-dire le demain 11, 12, ça c'est peut-être une phase d'affrontement. Et d'ici le samedi, si rien ne se passe, il est certain que le samedi, il y aura un vote positif pour la Constitution. Bon. Ceci dit, ça c'est un premier point. Mais, de grâce, comme je viens de dire à l'instant, au début de ce posting, là il est 9h44 de ce jour du 10-12-2012,
euh, ce, ce sont les dirigeants, et je parle bien sûr des conseillers de Morsi, parce que sinon Morsi va ressembler, il ressemble, j'allais dire, il est trop influencé par le dernier qui arrive, c'est comme c'était avec Jacques Chirac, le dernier qui apporte son conseil, Chirac utilise son conseil. Mais chez Morsi, il a Katatni, il a l'ancien président de l'Assemblée nationale, un homme très équilibré, il travaille régulièrement sa tâche politique. Il y a Tagui, c'est un type aussi qui est très équilibré. D'ailleurs, son intervention ce samedi, le samedi 8, eh bien, elle a résumé ce que l'opposition voulait. Je ne suis pas d'accord avec lui que les gens veulent aller à la case de départ. Je ne crois pas à ça. Mais il y a des ajustements qui sont nécessaires et il y a un envie de travailler ce pays et l'Égypte, un pays pour tous les Égyptiens, pour les 90 millions d'Égyptiens. Ça, c'est le premier point. Donc c'est à eux, et ces hommes, nombre de ces hommes qui ne sont pas dans nombre, on les voit à la télévision, partout, dans les articles ainsi de suite, de se mettre d'accord que, en tant que président de la République, on n'a pas le droit, ou même d'une majorité, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Parce que la démocratie impose ses règles. Alors, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe en France, en Europe, aux États-Unis, au Japon. Personne n'a ce monopole de décision et de faire ce qu'il avait envie de faire. Tout le monde est dans la rue. Je me souviens en 2006, avec l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, il a voulu faire passer beaucoup de choses par l'article 49.3 à l'Assemblée nationale pour éviter tout grabuge à l'Assemblée. Et je trouve que la société civile est toujours véante, est toujours là, on réveille. Et ils avaient manifesté dans les urnes. Eh bien, le premier travail de Dominique de Villepin était de retirer les textes. Je crois qu'il faut savoir tergiverser. Et on ne peut pas passer comme ça à bras forcés. Il y a des règles à faire. Cela veut dire que ce que vous avez mis dans votre constitution, si vous sentez une courant, une majorité avec vous, bon, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut essayer d'avoir des consultations politiques. Il faut élargir l'assiette des conseillers. Il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ce qu'on attend de ce peuple et ce qu'on n'attend pas de ce peuple. J'ajoute le dernier point que je mets, que vous êtes aussi demandé à l'histoire, c'est-à-dire dans un temps où personne ne vous pardonnera de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Personne. Maintenant, si le référendum est un échec, et il y a un an qui se dégage de cette consultation, et on revient à la case de départ. Cette case de départ, c'est une perte de temps. Le président est là au palais présidentiel depuis juin. Il faut bien que les institutions fonctionnent. Il faut qu'une assemblée travaille. Il faut qu'il y ait un ensemble de points de repère de cette société. Or, jusqu'ici, il y a une perte de temps. Que fait j'allais dire, un leader, au sens propre du terme, de se montrer, de dire, bon, nous, on ne peut pas y aller plus loin. La société, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils demandent, une chose ou deux à la limite, quoi se nourrir et se loger. Si on voit à la télévision les manifestations qui se déroulent actuellement, eh bien, à côté des chars militaires, il y a le vendeur de fèves, il y a le vendeur de maïs, et puis c'est une kermesse.
Or, est-ce ça l'image qu'on veut donner? Parce que tout ce monde qui sont dans les rues, pas de travail, pas de sécurité sociale, pas de logement, rien. Et même s'il n'y a personne dans les rues, eux, ils sont dans les rues. Donc, je m'entends bien que le problème est plus une tendance chaotique, sans l'être, mais ça dépend, bien entendu, des décisions qui seront prises par merci. Mais, moi, je disais que, et je le dis toujours, il est trop influencé, il n'est pas équilibré. Il faut qu'il trouve un équilibre. D'abord, quand on est président, on a un certain équilibre, on a une certaine une préparation, j'allais dire, d'être un président d'une république comme l'Égypte. Entre parenthèses, François Hollande, d'après sa femme Ségolène Royal, sa femme, papier, mais enfin, il disait qu'il s'est préparé pendant toute une année. Ajouter cette année qui était une accélération du rythme pour essayer d'avoir les rênes de toutes les commandes à l'Élysée, il y avait un bagage politique derrière lui. Donc, je crois qu'il y a les frères musulmans qui n'ont pas intérêt à se manifester parce qu'on est là dans une situation politique et non dans une situation religieuse. J'ajouterai que le réveil, disait Hubert Védrine ce vendredi 7 sur France Culture, qu'un peuple qui se réveille. Mais le peuple est réveillé depuis plus d'un mois, de plus de 50 ans. C'est-à-dire depuis l'indépendance, et même avant l'indépendance. Et seulement il existe aujourd'hui une brèche au niveau de la politique internationale qui a permis à ces mouvements, à ce printemps arabe, et que je le redéfinis encore une fois, puisque d'après Hubert Védrine, il parlait de 3 mois. Or, tout mouvement qui se mouvemente, c'est-à-dire la gestation se fait lente, et du moment qu'il existe cette gestation, il existe ce printemps arabe. Donc le printemps arabe n'est pas fonction d'un temps, n'est pas fonction d'un mois, ou 2 mois, ou 3 mois. Ce qui s'est passé, il y a eu un effet positif pendant une période de temps, mais cela ne veut pas dire que tout est rose. Mais les mouvements existent encore aujourd'hui. Par exemple, au Maroc, eh bien, les gens veulent avoir une position encore plus développée, qui demande même, qui demande même une première république marocaine. Quand je vois par exemple sur le YouTube les gens qui crèvent maintenant avec la neige à la Fukushima, dans le nord du Maroc, dans une région où il y avait un révolutionnaire c'est-à-dire, ce sont des gens qui demandaient, et on comprend bien pourquoi ils demandaient leur indépendance, c'est parce que l'État est inexistant. Les gens crèvent, ni route, ni moyen de scolariser les enfants, ni moyen de encore moins de subsistance. Il n'y a rien. Alors, l'État ne travaille pas, ne fonctionne pas, il empêche les gens d'avoir une autodétermination. Il y a quand même un chantage là-dessus. Et là, ce qu'on voit ici, on le voit dans la région de l'Atlas, c'est la même chose. Les gens crèvent et ils demandent une aide. Ils demandent une aide de l'État parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aide ne peut pas venir des personnes, des particuliers. Quoi qu'il existe une aide, mais c'est insuffisant. C'est l'État qui devrait tout faire. Ce n'est pas les personnes. C'est pas celui-là qui a plus d'argent qui doit donner à l'autre. D'où doit venir ce système? Il n'existe nulle part. Il n'existe nulle part. Or, eux sont pas les réels, ils engorgent des milliards d'euros.
d'euros, pas en devise, même pas le dollar, c'est l'euro. Et le phosphate, et les champs pétroliers, les salaires des gens, et ainsi de suite. Donc, il y a tout un tintamarre. Les gens sont donc en mesure de demander ce candidat. Et ils ont raison de le demander. Le printemps arabe vient parce que les pouvoirs en place n'arrivent pas à dégager, j'allais dire, une solution politique des gens. En 1954, il y avait 8 millions d'habitants au Maroc. C'était donc possible de trouver un petit peu de l'aide à droite et à gauche et de gérer une population déjà dépourvue de tout un savoir. Aujourd'hui, ils sont plus, officiellement, on parle de plus de 35 millions d'habitants, mais ils sont facilement dans les 50 millions d'habitants. Je parle de ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'étranger, hein, qui vivent à l'étranger, qui sont restés en Europe comme aux États-Unis. Rien qu'en France, ils font plus d'1 million de Marocains qui vivent là-bas. Voilà. Donc les moyens ne sont pas les mêmes. Et on ne peut pas rester à un état standard éternellement. Les gens, ils ont constitué des groupes de pression où le suicide de chacun dépend de l'autre. Où je vous fais du mal pour obtenir un suicide à côté. Oui. Moi, je laisse pas les caméras, je suis en train de faire cet enregistrement, mais je ne sais pas d'où ce qu'ils font. J'allais dire à tous mes risques et périls. Oui, parce que ce sont des gens qui ne sont pas dans un état normal. C'est comme on est dans la jungle. Je vois par exemple les documentaires sur la jungle, où les lions ils ne cessent de trouver de ruses pour capturer, pour manger, j'allais dire, des bœufs, c'est-à-dire, on n'est jamais tranquille. On n'est jamais dans une position où une tranquillité existe. C'est cette substance de non-stabilité déjà cérébrale, psychologique, où on ne peut pas vivre tranquillement, où on ne peut pas sortir, où on ne peut pas se promener, on ne peut pas aller au café, on ne peut rien faire. Donc il existe une société qui fait ce travail au profit du palais royal, qu'il y a des juifs, un conseiller économique alors que le pays fait plus de 90% des chômeurs, et au détriment des pauvres gens comme nous. Donc, je reviens à ma position, c'est-à-dire de l'Égypte, c'est la même chose. Ils ont le même système, mais adapté autrement. Ainsi aussi à la Syrie, ainsi à d'autres. Mais ces systèmes politiques arabes sont habitués à un mode de vie qui est la répression. Et la répression se fait hard comme elle se fait soft. En tout cas, il s'agit d'une répression qui est valable et qui est comprise par toute une population qui chante, et dans la police, et dans la brigade civile de la gendarmerie, et dans les palais, j'allais dire le palais royal, le palais présidentiel en Algérie, c'est-à-dire là où il y a des royaumes, et là où il y a des républiques. Et donc, si on prend le système au sens du terme, dans les 22 pays arabes, devraient avoir que des républiques, et s'ils étaient dans une première république, il faut qu'ils passent directement la seconde république à la main des juifs. Et s'ils étaient des royaumes, il faut qu'ils passent à la première république, comme au Maroc, comme la Jordanie, comme l'Arabie Saoudite, comme Qatar. Alors, c'est ce phénomène qui est tellement dans l'embarras, qui a cadenassé
et les gens de l'intérieur et de l'extérieur, qu'on a pu voir, par exemple, que nous sommes toujours en train de voir, ce qui se passe en Syrie. C'est-à-dire, qui va oser, parmi les militaires syriens, de dire, bon, à Bachar al-Assad, écoutez, monsieur le président, ça suffit, on va passer aux négociations, et c'est nous, militaires, qu'on va faire cette négociation. Ça permettrait d'aller plus loin. J'ajouterais pour l'Égypte, les militaires n'avaient pas pu aller jusqu'au bout parce qu'ils étaient en train de préparer la constitution. Et c'est Morsi qui n'avait pas voulu, c'est-à-dire les frères musulmans, qui n'avaient pas voulu que l'armée intervienne et puisse établir une constitution, sous prétexte que l'armée va faire entrer, intégrer des partis dans la constitution qui ont un rapport avec les militaires que les militaires. Non, tout ça c'est faux. Seulement, les militaires égyptiens, comme dans tous les pays arabes, sont des gens démocrates. Ils ne permettent pas ce jeu parfaitement enfantin. Et je m'entends bien que s'ils n'étaient pas démocrates, et s'ils avaient un autre état d'esprit, j'allais dire, il y avait des subterfuges, eh bien, ils auraient dû continuer et faire même intégrer des partis militaires et ainsi de suite dans la Constitution. Mais je crois qu'ils avaient un tort de ne pas y aller jusqu'à la Constitution, d'établir la Constitution, et après, voilà, vous avez votre Constitution, vous pouvez la monter quand vous voulez, mais au moins, l'Égypte peut marcher sur ses deux pieds. Aujourd'hui, à droite. Oui. Le pays boite. L'Égypte boite. Et je dirais même encore, ils ont de la chance, il y a partout, parce que c'est une société qui est vivante quand on voit ces manifestations, pas comme au Maroc ou en Algérie où tout le monde se tait. À quoi bon? À quoi bon? Et donc, si la Syrie, il y avait une armée assez forte, il pourrait faire cette intervention. Il ne l'a pas fait. Et je crois, d'après la presse, ce qu'on voit, ils sont en train de faire passer Shara comme c'est-à-dire comme une solution à la yéménite. Il me semble que Shara n'est pas non plus en mesure d'aller plus loin ou de faire le quoi que ce soit. Mais il s'agit tout simplement d'assurer la sortie de Assad et de Moualim qu'on ne l'entend plus, on ne le voit plus. Boutaïna Chardan, on ne le voit plus, on ne l'entend plus. Alors que la solution était à l'évidence militaire, mais pas la yéménite. Mais il me semble que quand on voit par exemple le porte-parole du gouvernement ici, on a trouvé un refuge en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est un pays démocratique. Pourquoi il avait accepté cette demande, et ainsi de suite. Donc il y a quelque chose qui se tourne dans les coulisses. Et ça serait peut-être le refuge politique pour Assad. Il a fait une tournée très proche en Amérique latine. Je crois que l'Amérique latine peut les accepter, peut accepter Assad et son régime, puisque l'Amérique latine est connue par cette hospitalité, déjà avec le Troisième Reich. Je crois que Assad n'est pas dans cette position, mais il est en train d'essayer, il est en train de faire ce qu'il pourrait faire. Et ça serait peut-être la solution politique que tout le monde a compris. Assad a une autre personnalité, Shara ou quelque chose d'autre. Et ensuite, ils vont refaire ce qu'ils sont en train de faire les Égyptiens, parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Et les Français, et les Britanniques, et les Japonais sont tous passés par cette même étape. Cette étape de la Constitution où il y a le va et le vient, la tergiversation, et ainsi de suite, etc.
atteindre et avoir une constitution viable pour toute une société en voie de développement et en voie de démocratisation. Donc l'intervention militaire en Syrie, me semble-t-il, est un peu hors propos à cet instant. On parle des produits chimiques, mais ce sont toujours des pressions pour faire dégager Assad de cette produits chimiques. Attention, vous utilisez en même temps les révolutionnaires qui ne sont pas des idiots, ils sont des gens robotisés. Et donc celui qui robotise, c'est révolutionnaires, qui ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs en général. Leurs maîtres, ils ne sont pas des idiots. Si je parle de Qatar ou de l'Arabie Saoudite ou d'autres, ce sont des gens qui sont très loin derrière et qui savent tergiverser les positions politiques. Et donc eux, ils sont au doigt et à l'œil. Parce que si c'était des idiots, ils auraient dû faire n'importe quoi. Or, ils n'ont pas fait. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils font des choses très chronométrées, très calculées. Et comme je disais, la Constitution est une étape fondamentale. Il faut préparer cette Constitution. Soit en Égypte, soit en Syrie, soit au Maroc, soit ailleurs. Il faut faire les choses dans l'ordre. Et ce qui se passe en Égypte, tout le monde devrait y passer. Tout le monde devrait emprunter cette voie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. En Tunisie, ils sont en train de le refaire encore. Le Yémen, ils vont le refaire. Et les autres pays qui n'ont pas encore vu passer le printemps arabe, et bien, voilà, le train aura passé, et ils vont voir aussi ce qui se passe en Égypte. On ne peut pas faire autrement. Alors, on parlait aussi de cette intervention militaire où des juifs, des psychopathes d'Israël peuvent intervenir aussi sur ces frappes, évidemment, ainsi de suite. Je crois ce qu'ils avaient perdu avec les Palestiniens, avec les missiles palestiniens, ils veulent refaire une virginité, ce qui n'est pas possible. De toute façon, Nasrallah les guette. Et on ne sait pas cette fois-ci qui va commencer, qui va démarrer cette attaque. Est-ce les Israéliens ou est-ce Hezbollah? Ça, c'est important à le souligner. Alors, Merkel, quand il était allé la voir Netanyahou, je crois qu'il lui a fait comprendre d'une manière très indirecte que sans le retour des Juifs en Allemagne, pas de question. Et Auschwitz et Brest, et ainsi de suite, ils sont toujours là. Alors, si vous avez envie de faire quelque chose que ce soit, intégrez-vous dans cette société ou bien trouvez-vous à notre terrain, le désert de Namibie, le désert de Nevada, en Texas, ou je ne sais pas quoi. Donc, les gens qui sont, les gouvernants même les Européens, de toute façon, de plus en plus engagés, de plus en plus fort cette voix, qui dit assez psychopathe d'Israël de continuer dans cette place. Voilà. En État Palestine, et d'ailleurs ce qu'on voit, il est un château de cartes, cet Israël. Et l'État Palestine a une petite victoire comme observateur. Ensuite, toute une assemblée, une majorité écrasante sont pour le contrôle des sites soi-disant nucléaires en Israël, qui était une chose improbable auparavant.
Et puis maintenant le retour des réfugiés de 1948 de la Palestine, hein, commence à se faire et Israël n'a plus de mise dessus. Donc c'est un château de cartes. Alors, selon des observateurs des années 50, on parlait que cette expérience juive était étudiée exprès pour aller jusqu'au bout de cette tristesse envers un peuple et d'essayer d'explorer, j'allais dire, la voie négative d'une voie où la négociation est inexistante. Aller jusqu'au bout du mal. Et ça a duré depuis 1948. Parce qu'ils auraient dû arrêter le massacre et le carnage déjà au début des années 50. Mais c'était pour eux une analyse d'aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, eh bien, ils sont au bout. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne seront pas pardonnés. Et personne ne pardonne ce qu'ils avaient fait. Faites vos expériences d'une façon théorique, personne ne vous dira le faire que ce soit. Mais quand vous commencez à expérimenter, alors là il y a des dégâts. Et il faut que le peuple paye ce dégât. Si ce peuple ne peut pas le payer, les enfants, les petits-enfants et ainsi de suite payeront un jour. C'est ce qu'ils avaient fait Hitler avec les juifs, avec les communistes, avec les Roms et ainsi de suite. D'où les Auschwitz, c'était pas un simple mécontentement de Hitler ou du Troisième Reich qui avait ouvert les portes de Auschwitz. Non, il y avait toute une histoire derrière. Il y avait tout un tamar de ce que faisaient les Juifs auparavant. Donc, ce sont des psychopathes de nature. Alors, bien entendu, on ne généralise pas. Il existe des gens ici, chez nous, au Maroc, par exemple, les Soufs, partis même de l'Atlas, qui travaillent sur ce même rythme, qui sont qui ont leurs ancêtres, et c'était des Juifs, ils étaient dans la religion juive. Et il suffit de voir Ibn Khaldun, voilà, le philosophe arabe, comment il parlait de ces ethnies. Mais il existe néanmoins des gens qui sont de la classe et de tous qui sont des bons musulmans. Quoique leur nombre n'est pas très développé. Quand je parle par exemple du colonel Chouaté, le colonel Chouaté était un berbère, mais il n'avait pas cette mentalité. Au contraire, il ne voulait pas de cette mentalité. Il disait que ces gens-là nous font mal, et ce sont des berbères. Il dit qu'ils font la délation et qu'ils font toute la merde, parce que le système qui existe au Maroc, il y a un qui détecte le quoi que ce soit. Alors, au début, il y a un système politique, c'est-à-dire c'est le palais royal, par ces hommes d'ombre, ces femmes d'ombre, et qui observent quelque chose chez un individu, chez un citoyen, soit historiquement, avant la personne, ou pendant la personne. Ensuite, c'est le berbère de l'Atlas qui détermine, parce qu'il a cette mentalité de suivre les singes, de suivre les animaux à l'état sauvage, et de savoir, attention, celui-là il va faire comme ci, celui-là il va faire comme ça. Ensuite, cette observation est transmise aux souches. Alors là, ce sont des gens qui n'ont ni pitié ni quoi que ce soit. Ils sont dans la police, ils sont dans la gendarmerie, ils sont dans le commerce, ils sont partout. C'est quand vous transmettez un sujet qui est d'ordre arabe et d'ordre musulman chez les juifs. Les juifs, ils ne respirent pas les musulmans. Ils ne respirent pas les arabes. D'accord? Ensuite, ça passe chez les noirs de Touareg, Touareg ici de Touarega, ce qu'on appelle, les noirs de Touarega. Parce que aussi les noirs, il y a des bons, il y a des mauvais, il y en a pas partout, mais ceux qui travaillent le régime, ils sont de cette nature.
Et après tout cela, bon, il y a bien sûr une part des Sahraouis de l'Ayoun que son cousin est resté à l'Ayoun, au cas où il y aura un État. Et l'autre, ils sont en train de foutre la merde ici à l'intérieur. Ils se croient, voilà. Et ensuite, qui chapeaute de tout cela? Eh bien, ce sont des Juifs. Ils sont d'Israël, André Zola, Socrates, et il y a tout un ensemble qui sont à l'intérieur. Et là, bon, la torture de la personne peut se faire avec un petit feu. Donc, c'est un tort, et c'est là que le printemps arabe est devenu assez. Et ici au Maroc, comme en Algérie, comme dans les 22 pays arabes, assez. Foutez-nous la paix. Laissez ce peuple vivre. Je peux, quand même, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Le Maroc sont les Marocains, me semble, ou les pays arabes sont les Arabes, ou les pays musulmans sont les musulmans, et encore. Et ils sont contre tout le monde. C'est une mentalité qui relève de la psychiatrie. C'est ce qu'on appelle les psychopathes, c'est-à-dire les gens qui aiment et qui trouvent un plaisir à faire souffrir les gens. Ah voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire retourner. Puis, dans un autre langage, c'est la cybernétique, une cybernétique de l'État. C'est-à-dire un régime avec tout un système qui robotise les gens, qui robotise les citoyens. Et je crois même sur cet exemple-là, François Hollande, le président français, il ne sait pas encore ce que c'est que cette mentalité. On le voit, il n'était pas d'accord avec les nouvelles constructions d'Israël. Eh bien, il fallait comprendre, il fallait au moins garder en tête les expériences de vos prédécesseurs. Par exemple, Sarkozy, il parlait que ce Netanyahu n'arrêtait pas de mentir. Il ment comme il respire. Et Obama lui avait répondu, vous êtes ça vous ennuie parce que c'était une ou deux fois que vous a fait ça. Mais lui, à chaque matin, il lui téléphone. Alors il lui dit finalement, est-ce vous le président des États-Unis ou est-ce nous? Obama. D'accord? Donc il faut comprendre qu'il y a, c'est une mentalité. Ce sont des gens avec les petites expériences qui se croient malins et ils foutent la merde partout. Or, les choses sont tellement claires. Un État palestinien, libre depuis 1948. On parle de 67, mais on devrait dire c'est 1948. Et de laisser les gens vivre, les gens s'exprimer. Oui, je reviens un petit peu sur ce que l'avait dit Hervé Dry, de France Culture ce vendredi. Il parlait des interventions, mais il a oublié, et je ne sais pas s'il était, c'est un oubli par omission, est-ce qu'il n'existe pas par hasard des forces extérieures, en dehors par exemple du cas égyptien, qui interviennent dans la scène, c'est-à-dire sur la place publique. Et ces grenades,
ces pistolets qu'on voyait à la télé, ces armes qui avaient un intérêt de déstabiliser un pays. Même chose pour les autres pays. Voilà. Bon. Alors, au sujet, je peux terminer par là, je veux dire que ce qui existe encore, aucun État arabe, parmi les 22 pays arabes, sont pas encore, et aucun État n'est pas encore arrivé à une situation de démocratie pleine et souveraine. J'entends par là, par exemple, je pense à l'Irak. L'Irak, un pays qui engorge l'argent fou, du pétrole, du phosphate et de tout ce qu'on veut, et il y a des routes qui ne sont pas encore faites, des gens qui vivent vraiment dans la merde. Alors, est-ce un manque de gérance ou un manque de politique? Parce que le politique ici n'est pas en mesure de travailler sans payer. Je crois que on se demande où se trouve le niveau réel de la politique. Et ce n'est pas les islamistes ou n'importe quelle autre forme de présidence, c'est-à-dire de pouvoir politique qui doit jongler avec toute une société, avec la misère d'une société, ce qui est une contradiction notoire entre un pays qui ne vit et qui vit dans un état et qui est déjà pauvre et un pays qui a toutes les ressources et la terre et les ressources de la terre et tout et il a des citoyens qui crèvent. Ça, est-ce un manque de quoi? Il me semble qu'il y a un manque du vrai niveau intellectuel des politiques, qui n'ont aucun niveau intellectuel. Ni eux, ni leur presse, qui essaye d'être un miroir de ces pouvoirs en place. Personne, là on peut parler d'une révélation. Personne n'est encore réveillé de ce monde dictatorial. Et personne ne veut retourner à ce monde dictatorial. Tout le monde aspire à une démocratie. Et chez lui, donc, quand on parle d'un système politique, ce n'est pas forcément je suis contre ou je suis pour, mais je suis pour le réel politique. Si l'islam peut apporter quelque chose, eh bien, qu'il soit le bienvenu, qu'il avance. Si l'islam il ne peut pas, on ne peut pas faire de l'islam une politique, c'est-à-dire islamiser l'État, il devrait y avoir une séparation et de la religion et de l'État. D'accord, l'islam est le socle de toutes les sociétés, et ainsi de suite, j'en veux bien. D'accord. Mais de là à ne pas trouver des solutions qui sont viables pour des millions de citoyens, il faut bien emprunter d'autres voies. Il faut bien savoir ce que pensent les autres. Il faut bien essayer d'autres voies. Peut-être avec, tout en gardant l'islam, bien sûr, et la religion de l'État. Mais de grâce, il faut pouvoir arriver à séparer les deux, la religion
et pour chacun, et ça peut être un de l'État. Mais il y a une vie de toute une société sociétale. Et là, elle oblige à d'autres normes autres que la politique d'une religion, d'un islam. Mais encore une fois, si l'islam peut, eh bien, il avance. Il n'y en a pas autre chose. Quand on le peut, pourquoi pas? Et il me semble que ça, c'est de l'impasse, ou bien il faut revoir l'islam au sens premier, au sens d'abro, c'est-à-dire essayer de donner à l'islam une teinte plus 21e siècle que des siècles antérieurs. Et plus ça va, la démographie continue, et plus la démographie continue, heureusement, il faut bien qu'on sache comment il faut travailler cet état. Donc, à un niveau intellectuel, le niveau intellectuel, il n'est pas un papier. Hein, parce qu'il y a assistant à la fac, il y a d'abord un thésard, on parle là-bas, on est par exemple un docteur, il y a un assistant, et au-dessus de l'assistant, il y a professeur de grade A, par exemple, professeur de grade B, un professeur émérité, ensuite un chercheur. Donc, où se trouve cette personne qui peut englober tout un ensemble de systèmes? Et par contre, chacun a un système de fonctionnement. Quand vous prenez, je ne sais pas moi, en mathématiques, eh bien, il y en a qui se spécialisent dans la théorie des nombres, il y en a d'autres qui se spécialisent en d'autres chapitres, et ainsi de suite. Mais, ou en proba, ou ce qu'on veut. Mais personne n'a le monopole de toutes ces disciplines. Tout le monde fait une thèse sur une partie, sur un sujet. Donc, quand vous vous permettez et vous prenez le devant de la scène, les gens, ils sont très simples. Quand vous prétendez être un docteur, bon, bien les gens s'arrêtent, ils disent ils ne veulent pas rentrer, puis vous êtes docteur, vous arriverez à résoudre ce qui se passe. Or, personne n'arrive à résoudre puisqu'ils ne sont pas. N'en parlons pas sur les vraies théologiens, c'est un autre débat. Mais si vous avancez avec vos idées, avec votre travail, là c'est une autre chose. Les gens peuvent avoir accès à vous, peuvent vous présenter ce qu'ils peuvent présenter. Et là, c'est un mouvement général. Et c'est ce mouvement général qui permettrait de faire avancer la société dans toutes ses composantes. Donc, il faut, comment dire, ici en arabe, l'argot arabe, ouré, ou la makhlé, si vous voulez rester dans cet état de cette boule d'ivoire, et vous prétendez être quelque chose, eh bien, résolvez vos systèmes, essayez de résoudre vos problèmes, ce qui n'est pas possible. Un problème politique a toute une tendance, a toute une chaîne, une panoplie de solutions. Donc il faut chercher les solutions. Il faut être humble, comme on dit, sans pouvoir ni se déjuger, ni quoi que ce soit. Voici en quelques mots. لا تقل شئنا فإن الحظ شرا. Voilà, je vais faire en quelques mots.